EDCM Consulting. Alors, il est en principe trop tard hein, pour les vœux de la nouvelle année, mais je vais quand même vous la souhaiter sereine, légère et puis contract managériel idéalement. Voilà, bienvenue à ce nouvel événement Rex 360. On est ravis de vous accueillir pour écouter nos trois contract managers de choc, Clémence, Sophia et Fatia. Alors, vous êtes très nombreux et nombreuses à vous être inscrits. C'est signe de l'intérêt porté à ce type d'événement, mais c'est également un signe de la croissance de la communauté des contract managers. Quelques années en arrière, on connaissait tous les participants qui rejoignaient nos événements. Aujourd'hui, je n'en reconnais qu'à peine 50%, ce qui est plutôt bon signe, et ça montre qu'on est toujours dans une phase de croissance continue. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Nawel qui va introduire officiellement ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel événement. À plus tard. Merci Grégory. Grégory, je te laisse admettre régulièrement les personnes qui sont encore en salle d'attente, si tu veux bien. Absolument. Alors, le REX hein, du contract management, hein, je ne me suis pas présentée, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. On a constaté, comme le disait Grégory, on est nombreux, il y a de nombreux nouveaux acteurs et nouvelles actrices du contract management, et ça c'est très réjouissant et un signe que notre métier est vraiment en croissance continue et en développement continu et qu'il attire de nombreux talents. Donc, moi, je suis directrice générale adjointe d'E2CM et E2CM Consulting. Hein. Donc, E2CM, c'est l'École européenne de contract management et E2CM Consulting, c'est le cabinet de conseil dédié au contract management où, évidemment, on accompagne nos clients sur le contract management, que ce soit en prestation externalisée, en conseil en recrutement, en médiation, en négociation et en conseil organisationnel pour mettre en place le contract management dans les organisations. Je suis aussi évidemment contract manager de métier, métier que j'adore et que j'affectionne, d'où notre intérêt à Grégory et à moi d'animer la communauté aussi bien qu'on le peut. Hein. On essaie modestement de participer à cet objectif et je suis aussi formatrice en contract management au sein de l'école, que ce soit en interentreprise ou en intra-entreprise. Alors, le REX Contract Management, souvent, comme toutes nos idées chez E2CM, hein, nous est venu en discutant, en déjeunant. Voilà, on s'est dit, bon, ce serait bien de continuer à rassembler la communauté. On a déjà, E2CM organise déjà les trophées du Contract Management. Le forum ouvert du Contract Management, j'en reparlerai en introduction, mais il va revenir en 2022 et en présentiel en plus, on espère, pour le premier jour de l'été d'ailleurs. Et on s'est dit, bon, ce sont des événements qui ont vocation à être effectivement organisés plutôt en présentiel, sauf que nous, on a envie de rassembler la communauté sur au moins, hein, pour ne parler que de la France, le territoire national, et il y a des personnes qui ne peuvent pas participer à cet événement. Donc, on s'est dit que le REX Contract Management, de toute manière, il aurait vocation à être à distance pour permettre au plus grand nombre de participer. Donc, quelle que soit l'amélioration que l'on souhaite de la crise sanitaire, cet événement se déroulera à partir de maintenant tous les ans à distance. Et ici, il n'est pas question que d'E2CM soit effectivement animateur des sujets. L'idée, c'est au contraire de faire participer des contract managers sur le partage d'expériences. Donc le REX, hein, un retour sur expérience, ou RETEX, voilà, hein, on a plusieurs acronymes pour décrire le retour sur expérience. L'idée, c'est vraiment de se dire la pierre angulaire de notre métier, c'est la gestion de risque. Donc, pour pouvoir gérer les risques, on a notamment besoin de pouvoir effectivement capitaliser sur les expertises, évidemment, des acteurs au sein de notre organisation, mais aussi à l'extérieur. Et donc, l'objectif, c'est vraiment que les contract managers, donc c'est une invitation officielle à vous tous et à vous toutes, voilà, sont invités à travers cet événement récurrent à présenter un sujet autour d'une 25 minutes auprès de la communauté qui leur a paru important, qui leur a paru risqué notamment, et qui a effectivement donné lieu à des réflexions. Et l'objectif ici, c'est de partager une thématique hein, sur 3 sujets que l'on va présenter et de permettre justement à vous tous de capitaliser. Donc, c'est évidemment, comme tous nos événements, des événements organisés bénévolement. Donc, c'est du temps donné
par chacun pour partager un petit peu avec la communauté. Donc, je compte évidemment sur votre grande bienveillance par rapport aux 3 animatrices qui vont être à l'honneur sur cette première édition du REX 2022. Et donc, je vais les présenter tout de suite. Alors, Clémence, Sophia, Fatia, voilà, on est ravis, on vous remercie à nouveau d'être parmi nous aujourd'hui. Je m'assure juste que c'est bon, vos micros sont bien activés, que vous n'ayez pas de problématiques particulières. C'est bon. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ok, c'est super. Super. Donc, Clémence va commencer par nous parler de son REX concernant le sujet des données personnelles. Donc, je vais la laisser introduire son sujet très rapidement tout à l'heure. Enfin, pas très rapidement, puisque Clémence va démarrer la séance. Elle va nous présenter son sujet et les enjeux de ce REX. Sophia, elle, va nous parler de la difficile répartition des rôles entre des acteurs, des acteurs au cœur du pilotage du projet. Donc, on reviendra sur cette thématique-là. Et Fatia souhaitait effectivement échanger avec nous sur les conditions d'un appel d'offres réussi. Et donc, Fatia va nous présenter son REX sur cette thématique-là. Voilà. Donc, Clémence, on va commencer avec toi ce matin. Je vais juste donner quelques éléments de compréhension et puis de fonctionnement par rapport à l'événement. Alors, vous êtes très nombreux à vous être connectés déjà. Je pense que ce n'est pas terminé. Vous avez remarqué que vos micros sont coupés. On en est désolé, mais c'est absolument indispensable avec autant de participants. Donc, on vous invite à réagir à travers le chat, l'onglet discussion sur Zoom. Vous êtes, j'imagine, tous un peu coutumiers de Zoom. Sinon, vous avez dans la barre de tâches l'onglet discussion qui vous permet de le faire. Et on prévoira à l'issue de chacune des présentations, une séance qui permettra de tenir compte des questions que vous aurez formulées. Donc, si vous avez des questions à formuler, on va commencer avec Clémence sur la présentation de Clémence. N'hésitez pas à le faire tout au long du REX pour que, à l'issue de la présentation de Clémence, on puisse partager les questions du chat et que Clémence tente d'y répondre au mieux si elle n'a pas entre-temps apporté déjà une réponse à vos questions. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On vise à peu près 20-25 minutes par présentation avec une séance de questions-réponses pour chacune des intervenantes. Alors, je suis très fière, je reviens quand même un petit peu en arrière. On a quand même un casting extrêmement féminin. Alors, je ne veux pas faire de favoritisme ou de féminisme extrême, c'est pas du tout mon genre. Mais c'est une grande fierté que d'avoir cette affiche exclusivement féminine aujourd'hui pour le contract management, sachant que le contract management est un métier relativement mixte, donc on a une bonne représentation, mais je souhaitais le souligner, c'est un pur hasard évidemment, mais bon, c'est aussi un grand plaisir, voilà. Donc je ne cache pas mon plaisir. Alors Clément, je vais te laisser te présenter. Je te donne la parole. J'ai beaucoup parlé, donc je te donne la parole à présent. Merci beaucoup, Nawel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, un grand merci à Nawel et Grégory pour cette invitation. C'est un véritable honneur pour moi de partager ce REX avec la communauté des contract managers. Alors, qui suis-je? Je me présente donc Clémence Pousseret, je suis contract manager et avocate au barreau de Paris. J'ai exercé pendant près de 15 ans en qualité de juriste et contract manager au sein donc, de différentes directions juridiques d'un grand groupe français. Et puis, j'ai décidé donc de créer mon cabinet d'avocat en 2021, en fin d'année, pour pouvoir apporter un conseil et puis un support personnalisé auprès de mes clients, notamment en matière de contract et claim management, de protection des données personnelles et puis en matière donc, de droit des affaires avec un service juridique externalisé.
Alors, j'ai souhaité aujourd'hui partager avec vous mon REX en matière donc, de projet 4.0 et données personnelles. Alors, quels sont les enjeux en matière de contract management? Que peut faire le contract manager dans ce domaine? Alors, je vais juste couper ma caméra pour éviter les problématiques de connexion. Voilà. Donc, le contexte est le suivant. Nous sommes donc en présence de parties prenantes qui sont les suivantes. Au sein de la société Delta, qui est une société de type industriel, et puis une société qui s'appelle Omega, donc qui est une start-up. Moi, j'intervenais auprès de la société Delta. Et donc, au sein de cette société Delta, il était question de mettre en œuvre le projet Alpha, qui consistait en un développement d'une application qui permettait, notamment grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir géolocaliser des installations, de planifier la maintenance de ces installations, de détecter les pannes liées à ces installations et puis de gérer l'affectation des techniciens tout en les géolocalisant. Et pour que ces techniciens puissent être affectés, et notamment par rapport à la réparation des machines. Une connexion devait être utilisée via des empreintes digitales. Alors, 15 ateliers de travail ont été organisés entre les opérationnels de la société Delta et de la société Omega, et malheureusement sans l'intervention de contract manager ou ni même de juristes. Et 6 mois plus tard, les opérationnels ont finalement sollicité le contract manager, donc moi-même, puisque le sponsor de la direction leur avait soufflé qu'il serait peut-être judicieux de formaliser un contrat. Alors, effectivement, on est 6 mois plus tard, 6 mois après le début des discussions et des ateliers de travail organisés entre ces opérationnels. Alors, dans ce contexte, quel réflexe doit avoir le contract manager? Alors, bien évidemment, il s'agit pour le contract manager d'avoir une approche par les risques. C'est quand même véritablement le cœur de l'activité du contract manager. Et donc, lors des premiers échanges avec les opérationnels, ce qui véritablement a été un élément déclenchant pour moi, c'était de pouvoir capter les mots-clés réflexes lors de ces premiers échanges. Oui, merci Noël. Voilà. Donc, quelques mots-clés réflexes que j'ai pu capter au vol lors des premiers échanges avec les opérationnels, donc 6 mois après le début du projet. Donc, comme on l'a vu précédemment, donc, il était question d'une application informatique avec de l'IA, de l'intelligence artificielle, avec une problématique par rapport à des empreintes digitales, de géolocalisation, de planification, et donc tous ces mots-clés véritablement doivent mettre en lumière, mettez en lumière une approche, une problématique par rapport donc au risque que généraient donc ces mots-clés. Et donc, grâce à mon expérience, j'ai pu identifier les risques principaux qui peuvent bien évidemment s'appliquer à d'autres projets que ces projets 4.0. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à utiliser d'autres méthodes que la méthode par l'expérience. Il ne faut pas hésiter à utiliser des méthodes de créativité qui est chère au contract manager. Donc, en termes de risque, le deuxième point, Nawel, s'il te plaît. Voilà, donc ces mots-clés m'ont permis d'identifier des risques. Donc le premier risque, il y avait un premier risque qui existait notamment en matière d'innovation technique et de cybersécurité, puisqu'il s'agissait là d'intelligence artificielle, d'une application IT. Il existait également un risque en matière de conformité réglementaire et plus particulièrement en matière de données personnelles. C'est ce qu'on verra juste en suivant, puisque cela concernait notamment des salariés, les données personnelles des salariés. Il y avait également une problématique en droit social, puisque potentiellement il y avait un contrôle d'activité avec toute la problématique de géolocalisation.
et puis des données biométriques qui étaient envisagées via la connexion avec les empreintes digitales. Un risque également en matière relationnelle avait été noté, puisque, comme je l'ai indiqué, des ateliers de travail avaient été initiés depuis 6 mois avec le partenaire. Et donc, il est compliqué, après 6 mois, d'entamer enfin des négociations contractuelles. Et donc, il y avait un risque en matière de dégradation des relations avec le partenaire. Et puis, comme j'ai déjà noté, une problématique par rapport aux relations avec les salariés, puisque donc, il était question de données des salariés, de contrôle potentiellement d'activité en les géolocalisant et donc de pouvoir utiliser des données biométriques qui sont bien évidemment considérées comme des données sensibles, on le verra juste après, en matière de protection des données personnelles. Et puis, il fallait bien évidemment éviter toute dégradation des relations sociales au sein de l'entreprise. Alors, ces risques ne sont bien évidemment pas exhaustifs, mais il s'agissait des risques principaux identifiés dans le cadre de ce projet. Alors, après avoir identifié chacun de ces risques, bien évidemment, chaque risque a été évalué et a fait l'objet d'un plan d'action. Chaque risque a ensuite été consigné dans un registre de suivi qui a été actualisé, bien évidemment, au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et comme je l'ai indiqué précédemment également, donc une criticité particulière a été notée en matière notamment de cybersécurité, puisqu'il s'agissait d'une application avec une forte innovation technique, puisqu'il y avait de l'intelligence artificielle. Et donc, innovation technique et cybersécurité, donc une criticité particulière en cette matière-là. Et puis, également, donc, en matière de conformité réglementaire, en matière de protection des données à caractère personnel. À ce titre, je souhaitais partager avec vous quelques chiffres en matière de cybersécurité et de protection des données à caractère personnel. Donc, je m'appuie sur le baromètre Euler-Hermès qui a été publié en 2021. Concernant l'année 2021, il faut savoir que 2 entreprises sur 3 ont subi au moins une tentative de fraude en 2021 et une entreprise sur 5 a subi plus de 5 attaques. Alors, quand on parle de tentative de fraude, donc bien évidemment, c'est tout ce qui est lié à l'usurpation d'identité. C'est toujours très plébiscité par les fraudeurs. Il y a aussi tout ce qui concerne les fraudes au président, dont on entend toujours beaucoup parler. Les fraudes aux faux fournisseurs, mais il s'agit également de tout ce qui est lié aux intrusions dans les systèmes informatiques des entreprises, tout ce qui est rançongiciel dont on parle beaucoup, dont la presse a beaucoup parlé ces derniers temps et dont on parle encore bien évidemment beaucoup. Notamment sur donc la presse fait état de nombreuses fraudes et notamment de rançongiciel et de fuites massives de données, dont par exemple Facebook, LinkedIn ou encore le CIDEP via l'APHP. Toutes ces structures ont fait l'objet de fuites massives de données ces derniers temps. Donc, sur 2021, il y a 33% des entreprises qui ont été victimes de ce type d'attaque et qui ont subi un préjudice supérieur à 10 kg et 14% ont subi un préjudice supérieur à 100 kg. Donc, avec la crise sanitaire, bien évidemment, ces attaques se sont multipliées. Et donc, il y a une entreprise sur 2 qui a remarqué véritablement une recrudescence de ces attaques, suite notamment à la généralisation du télétravail. Je voulais également vous parler des problématiques par rapport à la protection des données personnelles, puisque la CNIL a tout récemment fait le bilan de son année record en 2021, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'à partir du moment où il y a fraude, rançongiciel, fuite de données, bien évidemment, on parle ici de violation de données personnelles. Et donc, la CNIL est toujours très proche de ces sujets. Donc, la CNIL a d'ailleurs tout récemment fait le bilan de son année record en 2021, puisqu'en 2021, elle a distribué 214 millions
d'euros d'amende. Elle a rendu public 12 sanctions. 50% des sanctions ont un lien avec la sécurité, et notamment donc, par rapport à la sécurité donc, des données personnelles. 135 mises en demeure ont été délivrées par la CNIL en 2021 contre 49 en 2020 et 89 de ces mises en demeure concernaient les problématiques cookies dont on a aussi beaucoup entendu parler. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que tous les secteurs d'activité sont visés, tous les acteurs, publics, privés et de toute taille. Et cette problématique liée à la protection des données personnelles ne concerne pas que les grands GAFAM, et on en reparlera tout à l'heure. Alors justement, slide suivante, s'il te plaît, Nawel, que doivent faire les organisations en matière de protection des données personnelles et de quoi parlons-nous exactement, et que faire pour éviter de telles sanctions et puis de faire l'objet de fraude et de violation de données. Alors, en termes d'obligations, bien évidemment, il est ici question du fameux RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui en a entré en application directe depuis le 25 mai 2018 et qui fait encore trembler aujourd'hui les organisations 4 ans après. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté pour les organisations de se mettre en conformité. Selon Data Legal Drive, il y a seulement à peine une entreprise sur 2 qui estime avoir un bon niveau conformité RGPD. Donc, c'est un vrai sujet. Les entreprises aujourd'hui vraiment rencontrent de grandes difficultés et peinent à comprendre l'intégralité de cette réglementation. Qui, je le rappelle, avait pour objectif de renforcer les droits des personnes concernées et puis de responsabiliser les acteurs, notamment les responsables de traitement et les sous-traitants. Alors, une donnée à caractère personnel, très rapidement, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est vraiment toute information qui va se rapporter à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on peut véritablement remonter à la personne physique, y compris via un croisement de données, donc il va s'agir d'une donnée à caractère personnel. Donc, on pense souvent au nom, prénom exclusivement, mais tout ce qui va se rapporter à une personne physique est concerné. Donc, une adresse IP, par exemple, d'un ordinateur, c'est également une donnée à caractère personnel. L'adresse mail, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, c'est souvent, j'entends, c'est une donnée professionnelle. Non, c'est aussi une donnée à caractère personnel. Ensuite, quand on parle de traitement, très rapidement, de quoi parlons-nous? Donc, on parle vraiment de toutes les opérations qui vont être effectuées sur ces données personnelles et qu'il s'agisse de traitement, de procédés automatisés ou pas. Donc, vraiment tout ce qui va être collecte, enregistrement, organisation, structuration de ces données, de conservation, la simple consultation des données personnelles constitue donc un traitement. Quand on parle ensuite de responsable de traitement, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment toute personne physique ou morale, toute autorité publique, tout service qui va déterminer les finalités et les moyens du traitement de données personnelles. Donc, tous les acteurs privés, publics, de n'importe quelle taille sont concernés. Et quand on parle de sous-traitant, donc c'est encore une fois l'acteur qui va traiter des données personnelles et ce pour le compte du responsable de traitement. Alors maintenant qu'on a dit ça, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le responsable de traitement et le sous-traitant, ils ont vraiment une obligation générale de sécurité et ils doivent mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles pour pouvoir sécuriser les données personnelles et éviter leur déformation, leur endommagement ou alors un accès non autorisé aux tiers. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour les organisations de respecter les règles d'or. C'est vraiment le premier point, respecter les règles d'or, protéger, sécuriser les données et notamment les données qui sont considérées comme étant sensibles au titre du règlement européen. Et donc, protéger, sécuriser ces données, c'est prévoir un chiffrement, une pseudonymisation, garantir leur confidentialité et leur intégrité pour éviter toute violation de données.
Il faut aussi avoir en tête que les organisations ne doivent véritablement collecter que les données qui sont strictement nécessaires, adéquates, pertinentes en fonction de la finalité du traitement qu'elles ont déterminé. Donc, dans l'exemple de mon projet, est-ce que véritablement les données biométriques, est-ce qu'on a besoin véritablement que les salariés se connectent via leur empreinte digitale ? Pas certain. Est-ce qu'on n'a pas d'autres méthodes qui peuvent être utilisées pour se connecter? Est-ce que mon traitement va être licite? Est-ce que je vais véritablement avoir mon traitement va véritablement se baser sur les 6 bases légales qui sont prévues par le règlement européen. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais véritablement, pour pouvoir collecter les données personnelles, les organisations doivent vérifier qu'elles se fondent bien sur les bases légales qui sont prévues au titre du règlement européen. Elles ne vont pas pouvoir collecter tout type de données par rapport à leur volonté, on va dire. Et puis, cette finalité, la raison pour laquelle je vais collecter les données, cette finalité doit être précise, explicite et légitime. Voilà, on va pas, il faut véritablement à chaque fois que ce soit justifié. Et puis, vraiment, une autre règle d'or très importante, c'est l'information des personnes concernées. Donc, des mentions d'information sont prévues, dont le contenu est prévu par le règlement européen. Donc, pour pouvoir informer les personnes sur le traitement qui est mis en place par le responsable de traitement. Typiquement, où vais-je mentionner cette mention d'information sur l'application qui va être mise en œuvre dans le cadre de mon projet? Où vais-je la positionner? Est-ce que je vais la positionner au niveau des logs? Est-ce que je vais la positionner dans les mentions légales? Voilà, donc il y a vraiment toute cette partie mention d'information très importante à ne pas négliger. Ensuite, il y a bien évidemment tout ce qui concerne les droits des personnes, puisque le règlement a bien évidemment renforcé le droit des personnes concernées par rapport au traitement de données qui sont effectuées et les concernant. Est-ce que dans le cadre de mon projet, les personnes vont véritablement pouvoir avoir accès aux données qui sont collectées et qui les concernent? Si une personne demande une rectification de ces données, est-ce que je vais bien pouvoir exercer, répondre à cet exercice de droit? Et puis, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir conserver les données personnelles de manière illimitée. Et donc, c'est toujours en fonction de la finalité du traitement. Typiquement, dans le cadre de mon projet, à partir du moment où je vais géolocaliser potentiellement mes salariés, combien de temps je vais conserver cette information? J'ai peut-être pas forcément besoin de conserver cette information pendant 1 an, 2 ans. Ce ne sera peut-être pas forcément très judicieux. Ensuite, ce qui est très important pour les organisations et ce qui est requis par le règlement européen, deuxième point, Nawel, c'est de documenter sa conformité. Il est véritablement nécessaire de cartographier l'intégralité de ces traitements, alors par thématique. Il faudra tenir un registre de tous les traitements, réaliser des études d'impact vie privée dès lors que le traitement va représenter un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes. Bien évidemment, mettre en place une gouvernance associée avec un Data Privacy Officer, donc un délégué à la protection des données, dans certains cas, notamment pour le secteur public. Donc, la mise en place d'un DPO est obligatoire. Et également, en ce qui concerne les responsables de traitement qui traitent donc de données à grande échelle et par rapport à tout ce qui est lié aux condamnations pénales. Donc, prévoir une gouvernance associée, la mise en place de politiques et puis aussi prévoir donc une clause spécifique dans les contrats. Donc là, le contract manager doit véritablement se rapprocher du juriste pour mettre en place et encadrer la relation contractuelle entre le responsable de traitement et le sous-traitant lorsqu'il y a un sous-traitant par rapport au traitement de données.
Et puis, le responsable de traitement doit également sensibiliser toutes ces parties prenantes, et en particulier, bien évidemment, ses salariés. Et je sais par expérience que ce n'est pas chose facile de parvenir à embarquer les salariés sur ce sujet, puisque il y a pas mal voilà, c'est un sujet qui est pas, dont les enjeux ne sont pas forcément bien maîtrisés par tout le monde. Ensuite, le troisième point, troisième obligation, c'est de prendre en compte cette protection des données personnelles dès la conception de tout projet. Et bien évidemment, y remédier si ce n'est pas le cas, hein. Donc, si pour tous les projets qui sont déjà existants, il faudra y remédier, donc en instruisant, hein, le traitement, et donc en déterminant des plans d'action pour pouvoir le mettre en conformité. Donc ça demande bien évidemment une coordination avec le responsable des systèmes d'information, le RSSI, le CISO, et également le Chief Data Officer, si vous en avez dans vos organisations. Et puis, le quatrième point, c'est en termes d'obligation pour les organisations, c'est de notifier les violations de données, donc auprès des personnes concernées et auprès de la CNIL, si cela est requis, hein, par la réglementation. En tout état de cause, il faut avoir en tête que les notifications de violations de données doivent intervenir dans les 72 heures. Alors, après avoir exposé, hein, les obligations, désormais, attachons-nous aux enjeux très rapidement et aux sanctions. Donc, les enjeux, hein, en matière de protection des données, c'est véritablement la confiance par rapport aux parties prenantes, hein. Aujourd'hui, la conformité RGPD, c'est vraiment une marque de confiance, pour que ce soit par rapport aux clients, aux fournisseurs, mais aussi par rapport aux salariés. Donc, c'est un véritable atout commercial. Comme on l'a vu, hein, étant donné le nombre recrudescent de cyberattaques et des problématiques de fuite de données, la sécurité, bien évidemment, des données, c'est un véritable enjeu. Et puis, la conformité réglementaire, c'est bien évidemment également un enjeu à part entière, puisque les sanctions qui en découlent, hein, en cas de manquement, sont absolument colossales. Nawal, si tu peux afficher la partie sanctions. Puisque les sanctions administratives, hein, des sanctions administratives de la CNIL peuvent intervenir et peuvent aller donc jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé de l'entreprise. Il y a également des sanctions pénales, hein, qui sont possibles, en sachant que les sanctions peuvent être publiques. Donc, les sanctions peuvent être publiées, hein, par la CNIL, notamment sur son site internet. Et donc, ça peut mettre en évidence, bien évidemment, une perte de confiance des parties prenantes par rapport à cette atteinte réputationnelle, hein, avec la publicité des sanctions. En termes de sanctions également, il faut savoir que la mise en jeu de la responsabilité civile et la réparation du préjudice subi en cas de violation de données peut-être également être mise en œuvre, hein, avec des dommages et intérêts à la clé. Et puis, il y a des frais, hein, qui peuvent être également engagés, hein, notamment pour défendre les intérêts de l'entreprise, mais également en matière de notification de violation de données. Donc, en fonction du nombre de personnes concernées, cela peut représenter un coût non négligeable. Je voulais juste partager avec vous quelques sanctions de la CNIL. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment tous les secteurs d'activité et toute taille d'entreprise visée. Alors, on pense bien évidemment à Google et Facebook, hein, qui ont encore récemment fait la une des journaux, puisque Google et Facebook ont fait l'objet, hein, d'importantes sanctions pécuniaires de la CNIL, notamment par rapport à tout ce qui concerne les modalités de refus des cookies. Donc, Google s'est vu infliger une sanction de 150 millions d'euros, hein, fin décembre 2021, et Facebook 60 millions d'euros. Donc, il ne faut pas croire, hein, il n'y a pas que Google et Facebook, hein, qui se font sanctionner. Il y a également, hein, des petites structures. Je pense notamment à des sanctions pécuniaires qui ont été infligées par la CNIL à des médecins en fin 2020 par rapport justement à des manquements relatifs à l'obligation de sécurité des données. Et un manquement relatif à l'obligation d'une notification de violation de données.
Voilà, donc il y a vraiment tout type, tout secteur d'activité et toute taille d'entreprise. Je pense aussi à une petite structure qui a été sanctionnée, une société de livraison de repas qui s'est vu infliger une sanction de 20 000 € et une injonction sous astreinte par rapport à un manquement relatif à l'obligation de recueillir le consentement. Par rapport à, il y avait également un manquement relatif à l'obligation d'informer les personnes, l'obligation de respecter le droit d'accès et puis obligation d'assurer la sécurité des données, encore une fois, donc ces problématiques liées à la sécurité. Donc maintenant, par rapport à cet exposé, donc en matière d'obligations, d'enjeux et de sanctions, donc que peut faire le contract manager? Quelles sont les préconisations pour le contract manager? Donc, on l'a vu, hein, bien évidemment, premièrement, c'est le contract manager va s'attacher à cartographier, identifier, analyser les risques pour pouvoir au mieux les maîtriser et les suivre via le registre, hein, puisque c'est véritablement cette maîtrise qui caractérise l'activité du contract manager. Et puis, bien évidemment, le deuxième point pour le contract manager, c'est qu'il va et surtout, il doit s'entourer des experts. Donc, par rapport à mon projet, vraiment, j'ai eu une coordination très étroite avec le responsable de sécurité des systèmes d'information, hein, puisque lui, il a su m'apporter toutes ses compétences en matière de cybersécurité et de méthodologie par rapport à la sécurité IT. Et donc, il contribue à la protection des données personnelles, et ce, dès la conception du projet, ce qu'on appelle le privacy by design. Et donc, vraiment, ce qui est ce qui est très important en matière de coordination, notamment avec le RSSI, c'est de pouvoir travailler ensemble et notamment déterminer les matrices de sécurité, de pouvoir intégrer dans les matrices de sécurité IT les problématiques liées à la protection des données personnelles. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, une coordination bien évidemment très étroite avec le juriste protection des données personnelles ou le DPO, puisque le contract manager va participer à l'instruction des traitements liés au projet. Il va vérifier que les règles d'or sont bien respectées. Il va aussi participer à la complétion des documents de la conformité, compléter donc avec le juriste, le DPO, tout ce qui est lié au registre, aux études d'impact, et puis participer également à la rédaction des clauses contractuelles adéquates, donc en matière de protection des données personnelles, pour pouvoir régir la relation contractuelle, notamment entre le responsable de traitement et le sous-traitant lorsqu'il y en a un. Et puis, le juriste en droit social, dans le cadre de mon projet avec lequel je me suis également beaucoup coordonnée, puisque les salariés étaient concernés, notamment en matière de potentiel contrôle d'activité avec cette géolocalisation, les connexions via les données biométriques. Donc, il est important de bien se coordonner et d'obtenir toutes les préconisations requises en matière de droit social et de relations sociales, quelles sont les conduites à tenir, les procédures. Et déterminer aussi avec lui donc, les risques à ce titre. En tout état de cause, le mot de la fin, c'est véritablement coordination et transversalité sont les maîtres mots du contract manager. Voilà, je pense que c'est Nawel, je sais plus si... Ah, voilà. Voilà, donc je pense que cette petite phrase, je pense que ça reflète bien l'activité même du contract manager. Coordination et transversalité sont les maîtres mots. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis désolée, Clémence, je suis en stage apprentissage assistante REX, donc je ne suis pas au top encore pour la diffusion des slides, mais je vais m'améliorer. Grégory s'est un peu emballé sur la note. Merci beaucoup, Clémence, pour cette présentation extrêmement claire et illustrée par des exemples qui nous montrent que voilà, ça concerne à la fois des grands acteurs, mais aussi des acteurs qui voilà, des petits, des PME en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point effectivement on retrouve dans le REX dont tu as parlé cette coordination et cette transversalité qui nous place effectivement en première ligne pour pouvoir faire remonter depuis les projets effectivement une analyse de risque qui soit pertinente,
parce que sans les remontées du terrain, il n'y a pas de gestion rigoureuse des données personnelles et on voit que les enjeux sont de façon, sont très significatifs. Donc merci. Alors, il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Sakina qui a posé, je crois que Stéphane, salut Stéphane, je suis ravie de voir que tu es là. Tu as posé une question à laquelle Grégory a répondu. Sakina posait la question, Clémence, si des données personnelles des employeurs du prestataire de service pouvaient être visées par le client, est-ce que le prestataire de service doit demander le consentement de ses employés avant? Je ne sais pas si c'est clair, Clémence, comme question. Hein, si des données personnelles des employeurs du prestataire de service, hein, donc si des données personnelles donc des employeurs, alors je ne sais pas, Sakina. Des employeurs. Alors Grégory a répondu. Hein, oui, si rien n'est prévu, pardon, Grégory, j'avais pas vu que Grégory avait répondu. Je suis désolée. La réponse. J'ai pas compris la question, mais. Ouais, ben écoute, c'est pas grave puisqu'il y a eu un échange assez important sur le sujet. Sakina, si c'est pas clair, tu nous le dis dans le chat, mais je pense que vous avez que Grégory a répondu entre-temps. Clémence, juste peut-être pour venir un petit peu sur ta présentation, si tu devais finalement retenir de ce REX une difficulté et une seule, ce serait laquelle finalement, la plus grande des difficultés pour toi, qu'elle soit, parce que tu as parlé de risque relationnel, de risque technique, est-ce que finalement le plus grand des risques, il est par rapport à la maîtrise de la législation, par rapport à la mise en application ou par rapport à la capacité aussi à embarquer nos fonctions voisines dans la tenue justement de ces objectifs pour gérer les risques? Je dirais que c'est vraiment la mise en application en fait, hein, parce que voilà, à chaque fois ce qui est vraiment vraiment important, c'est surtout l'intégration en fait du contract manager dès le début des projets. Et pouvoir s'entourer des experts en fait dès le début du projet, ça permet d'éviter les différents types d'écueils qu'on a pu connaître en fait par rapport au projet, puisque si tout avait été anticipé, en fait, voilà, on n'aurait pas connu toutes les difficultés de mise en application en fait, notamment par rapport à la conformité réglementaire. D'accord, ok. Eh ben, merci Clémence encore pour ton partage, je le rappelle, bénévole vis-à-vis de la communauté. Merci, merci d'avoir pris le temps de rendre visuel et puis d'animer ce REX sur ce sujet qui peut paraître extrêmement administratif, mais qui suppose au contraire une approche terrain. Hein. Les experts juridiques ne feront rien sans les techniciens et sans justement des fonctions coordinatrices comme le contract management. Donc, merci beaucoup Clémence. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à… Voilà, vous pouvez retrouver un petit peu là, les coordonnées de Clémence hein, si vous souhaitez échanger avec elle directement après ce REX et continuer, poursuivre les échanges ou faire appel à son expertise, n'hésitez pas. De toute manière, on donnera accès, comme le disait Grégory, au replay pour que vous puissiez la contacter. D'accord ? Et Vincent, tu dis effectivement que le sujet des données personnelles fait particulièrement partie de la sensibilisation contractuelle des équipes opérationnelles. Clairement, on est en plein dedans et je te rejoins complètement là-dessus. Alors, Sophia, c'est la deuxième intervenante de cette matinée REF, hein, Sophia Assed, donc qui est contract manager. Sophia, je te laisse présenter ton REX et te présenter si tu le veux bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente du coup.
Donc, Sophia Assed, je suis contract manager depuis maintenant quelques années déjà, quand même. J'ai quand même une formation en fait de juriste en droit public des affaires. Donc, j'ai beaucoup travaillé en fait et beaucoup en marché public. Et j'ai commencé mon parcours professionnel au sein d'un service juridique d'abord. Mais très vite, je me suis aperçue en fait que ce qui me plaisait le plus, c'était le côté plutôt opérationnel. C'est ce qui me manquait. Et j'ai eu la chance en fait d'intégrer le service ingénierie en fait de cette même structure. Et plutôt pour des missions, en fait, alors le poste n'était pas intitulé parce qu'à l'époque, on n'appelait ça pas de contract manager, mais c'était vraiment des missions de contract management et notamment en marché public. Et c'est l'expérience qui m'a le plus marquée, c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus, parce que j'ai enfin fait partie d'une équipe et que j'étais impliquée tout le long du cycle en fait, du contrat, et pas uniquement en phase précontentieuse ou contentieuse, en fait, comme j'avais pu avoir le cas en fait, dans un simple service juridique, enfin simple, entre guillemets. Depuis, en fait, eh bien, j'ai multiplié mes expériences aussi dans plusieurs domaines, notamment dans le ferroviaire, mais également dans le BTP ou la construction. Plus précisément, surtout dans des marchés de travaux. Aussi bien, alors là, j'interviens vraiment dans toutes les phases. Hein. Donc, phase passation, donc pour la rédaction des pièces contractuelles, l'analyse des risques, la stratégie, mais également sur le suivi, en fait, sur l'exécution, c'est-à-dire le suivi administratif et financier. Et quelque chose aussi que j'aborde aussi, c'est la gestion des réclamations. Voilà. Et donc, je voulais juste finir en fait en quelques mots, en fait, mais c'est vraiment un métier en fait que j'adore, contract management, parce que je pense que ça correspond en fait à ma personnalité et ben, je m'épanouis complètement aujourd'hui. C'est pourquoi en fait, je remercie d'abord en fait 2CM, en fait, particulièrement Nawel et Grégory, et bien de permettre de vous présenter en fait ce retour d'expérience sur le thème suivant qui est la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les risques inhérents à la répartition des rôles. Alors, Sophia, quand même, je veux pas, enfin, c'est un peu flippant quand tu dis j'adore la gestion des réclamations. Ah, j'adore. Enfin, moi, perso, je trouve ça un peu flippant. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Écoute, non, oui. ça. Non, je génial. confirme. Voilà, ça implique beaucoup d'aspects, la gestion, en fait, la gestion des risques, la gestion des réclamations, en fait. C'est de la négociation, c'est du relationnel, il y a du contractuel, et donc, du coup, en fait, ça mélange vraiment des compétences qui sont transversales, et j'adore ça. Bon, écoute, c'est parfait. Vraiment, on en a besoin et je plaisante, hein, le contract management est un métier de crise, mais voilà, je te taquine gentiment et je te laisse la parole et je vais essayer d'être une bonne assistante. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je voulais d'abord commencer en fait sur un petit peu pourquoi j'ai choisi ce thème d'abord. Pourquoi ce sujet ? Parce que la réussite d'un projet, en fait, il faut savoir qu'elle dépend quand même directement de la bonne compréhension des rôles et des responsabilités de chacun. Et d'ailleurs fortement conseillé en fait en gestion de projet comme contract management, c'est assez similaire, d'établir ce qu'on appelle une matrice des responsabilités en fait dès le début du projet d'ailleurs, cette matrice va indiquer d'ailleurs les rôles et les responsabilités en fait des intervenants. Et cette matrice en fait elle est très importante parce que ça va être un outil de communication et qui va permettre en fait pendant le projet d'éviter toute incompréhension entre les rôles bien sûr et les responsabilités. Et je pense que vous l'avez vu plusieurs fois, en pratique, il y a souvent des incompréhensions sur les rôles et responsabilités des acteurs, et notamment, ce que j'ai pu voir en fait avec mon expérience, sur la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ces deux termes, en fait, sont quand même utilisés depuis quand même plus d'une vingtaine d'années, et même si on les retrouve essentiellement, en fait, surtout dans le BTP, la construction, ils sont aujourd'hui de plus en plus utilisés en fait dans d'autres domaines, comme par exemple les systèmes d'information. Et parfois, en fait, les missions qui vont être confiées à un assistant à maîtrise d'ouvrage peuvent s'apparenter à des missions de maîtrise d'œuvre. Or, il faut bien savoir que derrière les rôles de maîtrise d'œuvre et d'assistant à maîtrise d'ouvrage, il y a des responsabilités qui découlent et ces responsabilités sont distinctes et bien différentes. On peut avancer, Nawel, s'il te plaît. Donc voilà, cette deuxième slide, en fait, elle vous montre un extrait d'un contrat en fait, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et bon, je vais vous laisser en fait lire les quelques lignes. Et pendant que vous lisez ces lignes, je vais vous remettre un peu le contrat en fait dans son contexte. Alors le contexte en fait, c'est un maître d'ouvrage qui réalise des travaux. Et donc, il a passé différents contrats. Il a d'abord passé un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, bien sûr, pour l'aider à monter son marché, un marché de travaux, et également fait appel en fait à un bureau de contrôle.
Il faut savoir que la maîtrise d'œuvre étant assurée en interne. Et la mission qui m'a été confiée en tant que contract manager, il faut savoir que je suis intervenue qu'en phase d'exécution et pas en phase passation. Et donc, la mission qui m'a été confiée, c'était de réaliser une analyse contractuelle sur les rôles et les responsabilités des différents titulaires de ces contrats. La raison était très simple, en fait, était la suivante. Les rôles et les responsabilités n'étaient pas clairs, mais ni pour l'équipe projet, mais ni même pour les entreprises. Ce qui pouvait créer en fait quelques tensions. En fait, on voyait des tensions lors des réunions de chantier ou dans l'avancement des travaux. En fait, il pouvait y avoir certains blocages. Du coup, j'ai commencé cette mission et donc après avoir récupéré l'ensemble des pièces contractuelles, bien sûr, j'ai commencé l'analyse et notamment de ce contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je laisse avancer, s'il te plaît. Et donc, comme vous avez pu le voir donc, sur la slide précédente, il y a plusieurs missions qui ont été confiées à l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, on a une mission, on va dire, classique, conseil, assistance en phase plutôt passation. Voilà, on va aider, on va assister le maître d'ouvrage pour la préparation des pièces, pour l'analyse des offres et pour choisir, bien sûr, le titulaire et monter le contrat. Donc là, c'est des missions assez classiques qui correspondent très bien à des missions, on va dire, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais ce qui m'a un petit peu embêtée, c'était le deuxième type de mission. C'est-à-dire qu'il y avait des missions qui étaient aussi confiées à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, à travers ce contrat, en phase d'exécution. C'est-à-dire qu'il devait suivre, en fait, il devait élaborer et suivre les rapports d'avancement et assurer ce qu'on appelle une mission visa. Alors là, c'est la première chose qui m'a un petit peu étonnée, parce qu'une mission visa, en fait, ce n'est pas une mission qu'on confie habituellement à un assistant à maîtrise d'ouvrage. Pourquoi? Parce que je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est une mission visa. En fait, c'est quand même une procédure qui permet de contrôler la conformité des études d'exécution qui sont produites par les entreprises par rapport aux projets, bien sûr, mais également aux règles de l'art ou encore aux autorisations administratives. Il y a quand même certaines compétences. Et en principe, je dis bien en principe parce qu'il y a toujours des accidents, bien sûr, l'entreprise, elle ne peut pas démarrer les travaux qu'après avoir reçu le visa d'un maître d'œuvre sur l'ensemble de ces documents qui sont nécessaires à l'exécution des travaux. Donc, en effet, la mission visa, c'est une part qui est importante de la mission de maîtrise d'œuvre pendant un chantier. Aussi, à la lecture du contrat, en fait, pour moi, il y avait quand même une grosse ambiguïté sur les missions qui avaient été confiées à l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et cette ambiguïté, en fait, elle était aussi bien dans la façon dont était rédigé le contrat, mais également dans l'esprit des acteurs. Pourquoi? Parce que ce que j'ai pu en fait, constater quand j'ai pu discuter avec le chef de projet, c'est que dans notre cas, en fait, l'AMO, bien qu'on lui avait confié donc, cette mission de visa et qu'il avait signé son contrat, eh bien, considérait que son rôle se limitait à seulement vérifier les études d'exécution par rapport aux exigences contractuelles, mais qu'il n'était aucunement responsable des erreurs ou des omissions en fait, qui auraient pu être commises par le titulaire du marché. On avance, s'il te plaît. Et donc, dans le cas de mon analyse, il m'a semblé quand même évident, du coup, de rappeler un peu la différence entre, bien sûr, un assistant à maîtrise d'ouvrage et un maître d'œuvre. Et donc là, en fait, il faut bien préciser, en fait, que, comme son nom l'indique, un assistant à maîtrise d'ouvrage va assister le maître d'ouvrage. Il l'assiste dans quoi? Dans la réalisation de ses propres tâches, qui sont notamment, par exemple, de définir le besoin, l'objectif du projet, le calendrier ou encore le budget consacré. Alors qu'un maître d'œuvre, lui, il est chargé de la conduite opérationnelle des travaux. C'est-à-dire qu'il va participer aux réunions de chantier, assurer le suivi d'avancement des travaux. C'est l'interlocuteur principal des entreprises. Donc là, on a bien quand même deux rôles qui sont quand même différents. Et en pratique, en fait, la confusion, elle peut s'opérer notamment lorsque l'AMO va interférer avec la conception ou la réalisation de l'ouvrage. Pourtant, ces deux rôles donc, sont différents et impliquent également des responsabilités différentes. Parce que l'AMO, c'est un assistant à maîtrise d'ouvrage, ça veut dire qu'il ne prend aucune décision en fait. Et donc, il n'est pas responsable des travaux. Il va surtout aider en fait le maître d'ouvrage. Alors que le maître d'œuvre, lui, il est pleinement responsable de ses travaux. Donc, c'est vraiment deux rôles en fait qui sont différents. Ils restent complémentaires et ils sont très importants. Mais l'AMO, en fait, n'a pas à interférer, justement. C'est cette question, c'est bien ce point-là, en fait, qui est particulier. Il n'a pas à interférer, en fait, dans les missions qui sont confiées à un maître d'œuvre, dans la réalisation, finalement, de l'ouvrage. Et donc, on est passé, finalement, donc, bien sûr, après à la définition, au risque, en fait. Quels sont les risques, en fait, que j'ai pu identifier, finalement,
dans cette façon de rédiger le contrat, dans la façon de gérer en fait le projet. Alors, il y a quand même deux types de risques, en fait, on va dire. On a le premier, en fait, c'est qu'il y a un risque que le contrat de l'assistant à maîtrise d'ouvrage soit requalifié, en fait, requalifié en maître d'œuvre, que sa responsabilité de constructeur soit engagée. D'accord ? Et donc, on engage également sa responsabilité, finalement, au titre des différentes garanties. Alors, quand je parle de garanties, c'est-à-dire ce sont les garanties après la réception des travaux. Donc, garantie de parfait achèvement qui dure 1 an, de bon fonctionnement qui est 2 ans, et surtout la garantie décennale. Garantie décennale, je rappelle, c'est une garantie, en fait, qui est de 10 ans, bien sûr, et qui couvre, en fait, tous les dommages qui vont compromettre la solidité, en fait, du bâti ou qui le rendent impropre à son usage, bien sûr. Et donc, ce risque, il est quand même assez lourd de conséquences. Le deuxième risque que j'ai pu identifier, c'est un risque plutôt dans la gestion du projet, dans le management. Parce que si les rôles et les responsabilités ne sont pas suffisamment clairs et définis en amont, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, il y a des risques, en fait, il y a des risques que certaines tâches, ne soient pas réalisées, par exemple, ou que d'autres puissent avoir plusieurs responsables. Ce qui conduit forcément, en fait, à des conflits ou peut nuire, en fait, au bon déroulement du projet. Et dans notre cas, en fait, eh bien, le contrôle des documents, ou en tout cas ce visa en fait, d'exécution, était bien fait par l'AMO, en fait, même s'il rejetait bien sûr toute responsabilité du fait de sa qualité d'AMO, mais également parce que, je vous avais dit tout au départ, qu'il y avait la présence également d'un bureau de contrôle. Mais là encore, le bureau de contrôle, il y a encore une autre mission qui est distincte de celle de l'AMO et du maître d'œuvre, qui est celle plutôt relative à la prévention des risques techniques. Lui, il doit effectuer en fait des contrôles, effectivement, il doit prévenir des contrôles. C'est une prévention sur la solidité de l'ouvrage, la sécurité, l'accessibilité. Voilà. Et enfin, un dernier point, c'est que ce qui posait également donc, le risque, en fait, c'est que finalement, la maîtrise d'œuvre en fait, n'était pas externalisée, elle était en interne, mais que la maîtrise d'œuvre en interne ne validait rien du tout. En fait, elle se reposait sur... oui, effectivement, je vois un commentaire, on parle de la loi MOP, effectivement, et ne validait aucun document, donc en fait, elle ne remplissait pas du tout son rôle. Donc ça, c'est bien 2 risques que j'ai pu identifier. Et donc, pour illustrer, en fait, j'ai utilisé en fait, une illustration en fait, pour le risque numéro 1. Si on peut avancer, s'il te plaît, Nawel. Alors, l'illustration, en effet, je vous ai mis un extrait d'une jurisprudence du Conseil d'État qui illustrait quand même parfaitement le risque en fait, numéro 1. Alors, dans cette affaire, c'est donc un arrêt du Conseil d'État de 2018. Dans cette affaire, il s'agissait d'une commune qui avait entrepris la réfection d'une voie communale et avait donc conclu un contrat d'assistance technique. Alors, cette assistance technique, elle portait notamment sur la programmation des travaux, la conduite des études et également la passation des marchés de travaux. Et bien sûr, elle avait passé un contrat avec une société pour l'exécution de ces travaux. Et donc, ces travaux ont été réceptionnés sans réserve. Mais un mois plus tard, en fait, la commune a constaté une dégradation de la voie et a recherché la responsabilité tant de l'assistance à maîtrise d'ouvrage que de la société de travaux devant le juge. Et donc là, le juge, en fait, a reconnu en fait, à l'assistant à maîtrise d'ouvrage la qualité de constructeur et a permis en fait, d'engager en conséquence sa responsabilité décennale. Et tout ça parce que en fait, le contrat était défini de tel, comme je l'affiche en fait, un peu à l'écran, c'est-à-dire qu'il indiquait les éléments suivants. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, en fait, d'abord, il n'avait pas de mandat de représentation. D'accord. Ensuite, il était l'interlocuteur direct des différents participants. Et quand il parle de participants, il parlait aussi de l'entreprise travaux. Il coordonnait les travaux. Donc, même s'il devait, et conformément au programme, c'est-à-dire qu'il faisait finalement une mission en fait, qui pouvait relever d'un maître d'œuvre. Il vérifiait ce qu'on appelle l'application, il vérifiait, je vais y arriver, excusez-moi, s'il y avait des anomalies et même proposait les mesures en fait, adéquates. Et enfin, il avait également une mission, l'article 3 précisait qu'il avait une mission de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception. Donc voilà pourquoi en fait le juge en fait là il s'est même pas fondé sur ce qui était fait dans les faits, mais là il a juste repris en fait ce qui a été rédigé dans le contrat et le contrat prévoyait vraiment des missions qui s'apparentaient à des missions de maître d'œuvre et c'est la raison pour laquelle il a considéré qu'on pouvait engager en fait la responsabilité donc du constructeur et engager sa responsabilité décennale.
Donc, slide suivant, s'il te plaît. Donc voilà, j'ai apporté sur ces slides quelques préconisations qu'on pourrait faire. Alors d'abord de manière générale, c'est-à-dire d'abord du côté d'assistant à maîtrise d'ouvrage, parce que le risque il est quand même important de son côté-là. C'est de lui dire à partir du moment où sa mission ne se limite pas finalement aux aspects administratifs et financiers de la gestion de marché, il doit faire preuve quand même de vigilance. Alors faire preuve de vigilance, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, déjà au niveau de la passation de son contrat, c'est pas hésiter par exemple à amender le contrat pour justement éviter et alerter en fait le maître d'ouvrage pour éviter cette requalification et clarifier les rôles en fait dès le départ. Et bien sûr, si ce n'est pas possible ou que, bien sûr, il signe quand même le contrat, il y a quand même la possibilité de souscrire à une assurance responsabilité décennale. Attention, je mets quand même un petit bémol, c'est que cette assurance, elle a un coût, bien sûr. Donc, il faut quand même primordial, bien sûr, de faire une analyse des risques, en fait, au préalable. Et en tant que contract manager, quelles préconisations on peut faire également, en fait, pour tout au long du cycle de vie du contractuel? Eh bien, là, je vais distinguer deux phases. Donc, d'abord, en phase plutôt passation, il va falloir quand même veiller en fait à définir, peut-être à aider le maître d'ouvrage à vérifier ce qu'il souhaite confier en fait au prestataire. Quelle mission souhaite réellement confier au prestataire? Parce qu'il y a quand même une intention. Et ensuite, deuxième temps, c'est bien vérifier en fait que ça soit bien retranscrit dans son contrat. Et en phase d'exécution, bien sûr, on a une chose, c'est le contrat initial, mais quand même, il faut veiller que pendant le contrat, on ne va pas rajouter des missions supplémentaires par voie d'avenant, par exemple, et que ces missions relèvent bien de la responsabilité du titulaire. Et un dernier point, qui pour moi est quand même très important, c'est qu'on a le contrat, comme je viens de vous le dire, c'est une chose, il faut veiller à ce qu'il soit bien rédigé, mais il y a aussi les faits. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que l'AMO, finalement, ou que l'AMO veille aussi, à ce qu'il ne pas se comporter comme un maître d'œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quand même un faisceau d'indices que le juge peut utiliser. Par exemple, s'il participe aux réunions de chantier, quel est son rôle lorsqu'il participe? Est-ce qu'il interfère? Je vous ai déjà parlé et j'insiste, est-ce qu'il interfère d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de ses travaux? Parce que, comme je vous ai dit, le juge peut utiliser cette méthode en fait de faisceau d'indices, autant sur le contrat que sur les faits. Et je vais finir en fait par les difficultés que j'ai rencontrées dans cette analyse finalement contractuelle, parce que je me suis aperçue en fait qu'au-delà de la mission qu'on m'avait confiée en fait de distinguer bien les missions entre l'AMO et maître d'œuvre, il y avait en fait une méconnaissance de la frontière plus sont des missions entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Pourquoi? Parce que dans notre cas, effectivement, la maîtrise d'œuvre était interne, et donc ce qui contribuait fortement dans la confusion des rôles, et donc in fine en fait en l'absence de connaissance des responsabilités qui incombaient à chacun. Donc là, pour ça, en fait, on a quand même des leviers d'action en tant que contract manager. Et là, j'ai indiqué sur la slide, c'est plutôt de former les acteurs, mais c'est plutôt je vais rectifier quand même, c'est plutôt une sensibilisation des acteurs, en fait, au rôle et aux responsabilités des acteurs. C'est-à-dire, c'est de les accompagner, en fait, les acteurs, en fait, et notamment le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, à lister ses missions. C'est-à-dire, quelles sont vos propres missions en tant que maître d'ouvrage, voilà, et vos activités, pour pouvoir bien distinguer si ça relève d'une mission de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre. Et bien sûr, et j'en ai parlé en introduction, en termes de levier d'action, bien sûr, c'est d'établir cette fameuse matrice de responsabilité, qui est très importante, et de le faire bien en amont du projet, pour que ça soit clair et pendant tout le long du projet. Et donc, la deuxième difficulté aussi que j'avais pu remarquer, et pas uniquement dans ce cas, mais dans beaucoup de projets dans lesquels je suis, c'est que parfois, en fait, les acteurs, en fait, ils ont une mauvaise maîtrise de leur contrat. Alors, quand je parle de mauvaise maîtrise, en fait, du contrat, attention, ce n'est pas forcément qu'ils ne connaissent pas leur contrat, en fait. C'est plutôt parce qu'ils n'ont pas forcément compris, donc, encore une fois, les rôles et les responsabilités de chacun. Donc, en tant que levier d'action du contract manager, alors je préconise, et ça à chaque fois, c'est de faire une lecture croisée du contrat avec l'ensemble de l'équipe projet. Pour moi, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Parce que l'équipe projet doit avoir lu, en fait, le contrat, mais l'avoir compris également. C'est-à-dire avoir compris quelles sont les missions qu'on confie à travers le contrat, le périmètre, mais qu'est-ce que cela impliquait en tant que responsabilité. C'est pourquoi, en tant que contract manager, il ne faut pas hésiter à vulgariser, en fait, et à rendre accessible à tous l'ensemble des éléments qui sont engageants. Parce que pour moi, ces outils vont permettre au quotidien que chacun ne s'écarte pas de son rôle ni de ses responsabilités. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Sophia. Très intéressant, passionnant. Alors, il y a quelques questions dans le chat. La première nous vient de Chloé et elle est en rapport avec l'arrêt du Conseil d'État qui nous a présenté. Alors, puisque c'est un arrêt du Conseil d'État, il s'applique bien évidemment à des marchés publics et Tout strictement à aux marchés fait. publics. Mais est-ce que tu as connaissance d'une jurisprudence similaire en marché privé? Alors, c'est une très bonne question. Je vous avoue que je n'ai pas regardé du côté privé, mais je sais que le juge s'inspire en fait classiquement du droit du code civil en fait. Et la responsabilité d'un constructeur, elle passe par ce qu'on appelle le contrat de louange d'ouvrage. Donc en fait, le juge appliquera la même chose en fait du côté des marchés privés. À partir du moment où il y a quand même une interférence justement sur ces notions entre assistance à maîtrise d'ouvrage et maître d'œuvre. Donc, on aura, je pense, les mêmes similitudes. Très bien, merci. On a une question de Mathieu également qui aimerait savoir si on peut réaliser un contrat unique de MOE qui englobe également quelques missions d'AMO. À ton avis? Oui, je vois là sur le chat. Et effectivement, donc je vois qu'Aminatature a répondu. Et effectivement, la loi MOP, parce que je ne l'ai pas fait référence, mais prévoit l'assistance en fait de maîtrise d'œuvre auprès de la MOA sur certaines tâches. Donc, c'est possible, encore une fois. Ok, très bien, parfait. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On les prend dans le chat. On a une remarque de Christian que tu verras peut-être dans les tout derniers messages, le lien entre The Engineer, qui a un rôle qui pourrait s'approcher de la MOE. Ça semble être le Alors, contrat physique. je vois pas la remarque, je suis désolée. C'est un message de Christian Boissin qui nous indique que dans les contrats physiques, on a le rôle de l'engineer qui semble s'approcher de celui de la MOE. Est-ce que c'est des concepts que tu as déjà croisés? Non, j'avoue que ce n'est pas un concept que j'ai déjà croisé, mais c'est intéressant et je m'y pencherai. Donc, Ouais. merci pour la remarque en tout cas. Et Euh, il y a une remarque qui était effectivement vraie et que je retrouve souvent, c'est la remarque de Prince Titu qui dit qu'effectivement, surtout quand la personne qui porte le contrat d'AMO est un ancien maître d'ouvrage. mhm. Effectivement, ça peut arriver assez souvent. Ouais, joli mélange des genres. Ok, Exactement. très bien. Parfait. Un grand merci, Sophia, pour cette présentation. Non, je vous remercie à vous. Éclairante. C'est très sympa. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je repasse la parole à Nawel. Avec plaisir. Merci Sophia pour cette intervention claire. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont senties concernées par le sujet et la gestion des interfaces et de ces rôles-là était extrêmement problématique pour le contract manager si voilà, il ne veille pas à ce que le contrat, comme tu le dis, c'est une chose, mais après, il faut suivre la réelle exécution des tâches conformément au fameux ratio contractuel. Ce n'est pas le tout de le faire. Après, il faut s'y tenir pour arriver à dénouer les fameuses responsabilités. Donc, merci Sophia. Alors, notre dernier ex de la matinée va nous être présenté par Fatia. Fatia qui va nous parler du processus d'appel d'offres et voir effectivement qu'est-ce qui mérite d'être noté pour mener un appel, pour bien piloter un appel d'offres. Alors Fatia, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu le contexte du choix du sujet. Très bien. Merci Nawel. Donc je vais d'abord, bonjour à tous, je vais d'abord peut-être me présenter. Fatia Galtier Ben Saber, donc je suis contract manager, 20 ans d'expérience professionnelle déjà, dont une quinzaine d'années en contract management, dans le domaine de l'IT principalement. J'ai travaillé dans différents groupes français et internationaux, avec une position de contract manager côté client, mais également côté fournisseur. J'exerce actuellement en tant que consultante indépendante au sein d'un grand groupe du secteur de l'industrie. Donc, je remercie EDCM de m'avoir proposé de participer à cet événement pour partager un retour d'expérience que j'ai choisi de faire sur le processus d'appel d'offres et notamment au regard de ce que le contract manager peut apporter à ce processus.
On peut peut-être passer la première slide, Nawel. Alors, effectivement, en préambule, je disais effectivement que je me positionnais au regard de ce que peut apporter un contract manager dans le cadre d'un appel d'offres. L'enjeu de ce REX est vraiment pour moi de partager sur les pratiques en phase d'appel d'offres, de démontrer l'importance de cette phase dans la gestion du contrat, en phase d'exécution ensuite, d'évoquer les outils méthodologiques à notre disposition. L'objectif est aujourd'hui de bien rappeler les enjeux, donc on peut avancer, Nawel, les risques d'un appel d'offres, de décrire les pistes de solutions pour répondre à ces enjeux avec leurs intérêts et leurs contraintes, mais également démontrer des bénéfices et éventuellement aussi les problèmes quand l'appel d'offres a été moins bien géré. Je m'appuie sur l'ensemble de mes expériences professionnelles et plus précisément sur 2 projets complexes qui ont de nombreuses similitudes en termes de périmètre, mais qui se sont déroulés complètement différemment dans la phase d'appel d'offres et par voie de conséquence en phase d'exécution. Le projet numéro 1 était plutôt une réussite, le projet numéro 2 est plutôt un projet en souffrance. Leurs similitudes sont au niveau des parties prenantes déjà, ce sont d'un côté des industriels, de l'autre côté des ESN, des entreprises de services numériques. Des scopes similaires de maintenance, de développement d'applications d'infrastructures IT, ou de solutions digitales. Une multiplicité des acteurs, parce qu'on était dans un cadre de renouvellement, donc il y a forcément des acteurs sortants, des fournisseurs sortants, bien sûr les fournisseurs entrants, le client, mais également les clients finaux. Aussi des similitudes en termes, au niveau de l'importance des enjeux de ces projets, développement de produits, diversification des offres, une mise en œuvre agile des systèmes, stabilité des solutions aussi, et un impact fort sur les clients finaux. Dans un environnement, tout ça dans un environnement multiculturel, avec de l'offshoreisation dans différents pays, des montants engagés de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années. Malgré toutes ces similitudes, comme je le disais, au niveau du processus d'appel d'offres, il y a vraiment des divergences et qui ont des conséquences sur les phases d'exécution que je vais détailler au fur et à mesure de ma présentation. Donc, effectivement, on va commencer par rappeler les enjeux d'un appel d'offres, les risques aussi, identifier les actions de mitigation que peuvent apporter certains outils méthodologiques, on va dire plutôt, certaines pratiques aussi. Et enfin, je terminerai par partager les bénéfices, effectivement. Et quand même, j'évoquerai aussi les problèmes que j'ai pu rencontrer aussi dans le cadre d'un appel d'offres mal piloté. On peut passer sur la slide suivante. Du coup, au niveau des enjeux, alors, on va s'interroger sur la finalité d'un appel d'offres. Alors, ça paraît assez banal, mais si on demande à un opérationnel aujourd'hui quelle est la finalité d'un appel d'offres, il répondra sûrement choisir le meilleur fournisseur, techniquement parlant. Un acheteur va répondre de choisir le fournisseur le moins cher. Il ajoutera quand même éventuellement un périmètre équivalent quand même, pour avoir une comparaison identique. Mais en tant que contract manager, il est vraiment nécessaire de rappeler aux équipes les autres finalités d'un appel d'offres, d'un point de vue plus contractuel. Donc, l'enjeu est bien de contractualiser avec le meilleur ou le moins disant, mais il faut vraiment contractualiser. Donc, ce qui veut dire qu'il est nécessaire de documenter les accords issus des négociations, d'avoir une bonne compréhension des documents et une adhésion des équipes, que ce soit côté fournisseur ou côté client. Trop souvent, et comme l'a rappelé Sophia, effectivement, dans ses préconisations, le contrat est considéré et les annexes comme l'affaire des juristes, des contract managers, c'est l'affaire de tous. Il faut vraiment qu'il soit partagé et compris. D'où l'importance de documenter et en phase d'appel d'offres. Juste pour revenir sur ce point, oui, ça paraît évident en fait quand je le dis, mais malheureusement, quand on est en phase d'appel d'offres, cette finalité peut être perdue de vue de la part des équipes. Beaucoup de discussions, de négociations, d'échanges sur des points techniques, sur des mises en œuvre de solutions. Et trop souvent, on voit de la perte d'informations. On est obligé de réécrire effectivement
les points d'accord en fin d'appel d'offres ou pire, après l'appel d'offres, alors qu'on a déjà annoncé que le fournisseur est sélectionné, ce qui réouvre les points de discussion alors qu'on a fini l'appel d'offres. Un autre point aussi que je voulais évoquer, que je vois souvent, des points qui sont mentionnés dans le contrat ou dans les annexes, comme étant des points à clarifier à valider plus tard, ou se mettre d'accord en phase de projet ou de transition. Il faut bien rappeler que le RFP est là pour définir effectivement les conditions liées à la contractualisation et pas seulement choisir un fournisseur. Deuxième enjeu, effectivement, la mise en œuvre du contrat signé. Donc, on contractualise et après, il faut mettre en œuvre le contrat signé. Donc, pour mettre en œuvre un contrat, il faut qu'il y ait une clarté, une cohérence dans le wording contractuel. Quand on utilise un terme, il faut qu'on utilise le même terme dans d'autres annexes. Au niveau également de la pertinence dans la structuration des éléments. Souvent, on peut avoir dans les appels d'offres des lotissements, différents lots. Cette structure en lot, elle doit être visible dans l'annexe financière, par exemple, mais également dans l'annexe description de service, et qu'il y ait une cohérence et une pertinence. Voilà les enjeux que je voulais quand même rappeler et évoquer. Effectivement, ce n'est pas toujours le point de vue, on perd un peu ce point de vue, en tout cas les équipes peuvent le perdre, donc c'est important de le rappeler. Quels sont maintenant les risques? On peut avancer, Nawel. Voilà. Alors, les risques, c'est d'abord pour moi une contractualisation de mauvaise qualité. Alors, quand je dis ça, par exemple, si je prends le projet numéro 2, qui est un projet en souffrance, la contractualisation s'est faite en fin d'appel d'offres via une lettre, une LOI. Ça se pratique, hein, mais effectivement, là, la finalisation des aspects contractuels n'avait pas été faite. Et du coup, le contrat a été signé 4 mois après la fin de l'appel d'offres. Les annexes majeures 10 mois après et les autres annexes 1 an et demi après le début du contrat. Donc là, on peut voir qu'une contractualisation qui est quand même assez problématique. Deuxième risque, des délais qui s'allongent. Effectivement, avec des kick-off projets qui sont repoussés à cause d'une contractualisation qui n'est pas aboutie pendant l'appel d'offres. On annonce au fournisseur qu'il est sélectionné sans avoir finalisé le contrat et ses annexes. Et souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les forces avant-vente du fournisseur, entre guillemets, disparaissent. Ou du moins, il y a une motivation qui est moindre. Et du coup, les délais pour écrire les annexes, les documents s'allongent, retardent la signature et du coup, le kick-off. Et là, ça a un impact pour les deux parties, côté fournisseur, côté client. Et enfin, le dernier risque que je voulais évoquer, c'est les problématiques post-appel d'offres. Effectivement, en tant que contract manager, j'ai pu voir quand même beaucoup de problèmes dans la phase d'exécution qui auraient pu être évités si l'appel d'offres a été un peu mieux mené. Par exemple, un nombre important de change lors de la phase d'exécution ou des problèmes liés à la description de scope, la description de service, ce qui est dedans, ce qui n'est pas dedans, l'interface avec les autres acteurs. On vient de parler du partage de responsabilité, le RACI. Ce sont des choses effectivement qui sont nécessaires de régler pendant l'appel d'offres pour éviter des problèmes post-appel d'offres. Donc, j'ai pu constater que la probabilité de ces risques, souvent proportionnelle à la qualité de l'appel d'offres, parce que je voulais mettre quand même en évidence, et que les impacts sont multiples sur l'ensemble des dimensions du contrat, donc opérationnel, sur la qualité du service rendu, financier, avec des enveloppes financières qui explosent, juridique, avec des niveaux d'engagement qui sont impactés, des claims qui se produisent, au niveau relationnel également, sur la qualité des échanges, une mobilisation des ressources qui est difficile. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais évoquer sur les risques. On peut peut-être passer à la slide suivante. Face à ces risques et pour répondre aux enjeux, je voulais proposer des pistes de solutions au travers d'outils méthodologiques, des outils de méthode. J'ai essayé de formuler ici les intérêts d'un côté et les contraintes aussi, ou des dérives qu'on peut voir sur l'utilisation de ces outils. Tout d'abord, la veille. Alors, la veille, ça peut être une veille de marché, une veille technologique. Elle est réalisée par les chefs de projet, managers, côté opérationnel. Elle a l'intérêt de se tenir au courant de l'évolution des marchés, des acteurs, de leurs solutions
ce qui permet aux clients de faire évoluer ses roadmaps. En ce sens, c'est un outil à la préparation d'un RFP pour mieux cibler les acteurs, mieux définir son besoin. J'ai vu des dérives sur cette veille, effectivement, avec des veilles qui se transformaient en des consultations gré à gré, menées uniquement par les opérationnels. Alors, l'idée, ce n'est pas d'empêcher les opérationnels à avoir des contacts avec les fournisseurs, mais si la veille se transforme en consultation, il s'agit là de recadrer les discussions, de mettre des limites et de rappeler un petit peu les process. Deuxième outil, le RFI, Request for Information, ou Brief Light, on peut l'appeler comme ça aussi. C'est une étape avant un potentiel RFP. L'intérêt du RFI est de constituer une liste pertinente de fournisseurs à consulter dans le cadre du RFP qui va suivre le RFI. Dans le projet numéro 1, qui est un projet plutôt qui a été bien mené, un brief light avait été effectué sur une durée à peu près de 2 mois et demi. Ça peut être plus rapide, mais il a permis de mieux définir le besoin, le cahier des charges, et de préparer aussi à la sélection des fournisseurs. Donc ça, c'était assez bénéfique. Les dérives que j'ai pu voir aussi sur des RFI, par contre, c'est des RFI trop détaillés, à l'instar d'un RFP, qui est du coup chronophage, mobilise des ressources, et surtout alors que les réponses à RFI sont non engageantes. Donc pour la suite, via un RFP, c'est toujours difficile de remobiliser des ressources pour le RFP. Donc ça, c'est une dérive qu'il faut quand même essayer de cadrer un petit peu. Alors, troisième outil, méthodo que je voulais citer, c'est les phases de due diligence. Alors, due diligence, entre guillemets, c'est plutôt un terme qui est un processus qui est à la base utilisé dans le cadre de l'acquisition d'entreprises. Pendant cette phase, un ensemble de vérifications sont réalisées par un potentiel acquéreur avant une transaction dans le but de se faire une idée précise de la situation d'une entreprise. Pour ma part, je l'ai expérimenté dans le cadre de l'appel d'offres pour le projet numéro 1. Et cette phase de due diligence a été une phase d'appel d'offres qui a été réalisée après la sélection de 2 fournisseurs shortlistés dans une approche collaborative avec pour objectif plusieurs objectifs. D'abord, approfondir la compréhension du périmètre et analyser l'existant. Donc ça, c'est pour le fournisseur. De lever ou de confirmer des hypothèses structurantes prises par le fournisseur dans le cadre de sa réponse, sur de la charge, du planning ou des niveaux d'engagement. Ajuster la solution cible et identifier des opportunités d'amélioration. Et préparer et valider le plan de transition détaillé, ou du moins la feuille de route à mettre en œuvre dès le début du contrat. Alors, cette phase dans laquelle le client donne un maximum d'informations aux soumissionnaires au travers de différents ateliers, elle nécessite quand même une gouvernance forte. Elle peut être cadrée par un NDA spécifique en termes d'obligations sur cette période de due diligence. Pour le projet numéro 1, cette due diligence a duré 10 semaines, a nécessité 80 ateliers, mais elle a apporté vraiment une valeur ajoutée puisqu'elle a permis de co-construire le modèle, de co-définir la trajectoire, de co-construire aussi le contrat. Bien sûr, c'est chronophage, ça rallonge les délais de l'appel d'offres, mais ça apporte beaucoup de valeur puisqu'on documente les accords à travers ces ateliers. Alors, ce que j'ai pu voir aussi en pratique plutôt à éviter, c'est effectivement de repousser des accords sur des points post-appel d'offres, en phase de transition. Un partage approfondi de l'existant dans le cadre du projet 2 qui est en souffrance n'a pas été fait correctement pendant l'appel d'offres. Du coup, un audit post-appel d'offres a été fait pendant la phase de transition, en début de contrat, et a mis en évidence une dette technique importante qui engendrait des coûts supplémentaires pour corriger les anomalies et les écarts de l'ordre de 500 à 600 jours hommes. Donc, ce n'est pas une paille. Donc, voilà. Donc, attention, phase de due diligence pour moi sur les projets stratégiques à enjeu, c'est vraiment un vrai outil et qui apporte beaucoup de valeur ajoutée.
Dernier outil, le suivi financier. Alors, suivi financier, on en fait tous, hein, mais là, ce que je voulais mettre en évidence, c'est en fin de phase d'appel d'offres, initier une image de référence sur les coûts escomptés sur la durée du contrat est vraiment un outil précieux. Tout changement de scope, de stratégie, exemple dans l'IT notamment, des taux d'offshoreisation qui peuvent varier, peuvent impacter les finances. Et grâce à cette image, vont pouvoir être tracés. On va pouvoir expliquer les écarts qui sont soit des effets de volume, soit des effets de prix. Et c'est vraiment un outil précieux. Dans le cadre du projet numéro 1, cette image de référence a été suivie de façon commune avec le fournisseur par la suite, avec des savings communs. Et effectivement, ça a été un réel outil. Alors, une pratique à éviter que j'ai vue aussi, et qui a été le cas dans le projet numéro 2, c'est de faire un copier-coller de la BAFO. La BAFO, la Best and Final Offer. C'est un document, souvent un document fournisseur, une offre, la dernière offre, qu'on met tel quel dans l'annexe financière. Alors, attention, c'est quand même souvent un document fournisseur, comme je le disais, donc attention de surprise dans les wordings. Donc, effectivement, attention, puisque ça peut engendrer des renégociations en cours de contrat pour adapter l'annexe financière. Et ça, effectivement, c'est une perte de temps pour tout le monde. Alors, on peut passer sur la slide suivante. Après avoir parlé des outils, des méthodes, je voudrais parler aussi des pratiques comme piste de solution. Alors, la première autour de la contractualisation. Sur le premier projet, donc, on a eu un projet de contrat et une annexe prêt à signer avec les deux fournisseurs shortlistés en fin d'appel d'offres. Ça a vraiment un double intérêt, celui de permettre un démarrage de projet dans les temps, de clarifier la mise en place du projet et son déroulé, avec un impact fort sur la relation des équipes qui est déjà forte. On y arrive notamment si on a une phase de due diligence, par exemple, comme je le disais tout à l'heure. Et une pratique plutôt à éviter, de mon point de vue, c'est la contractualisation via une LOI. Alors, la LOI est utile, hein, bien sûr, je ne nie pas, mais je trouve qu'effectivement, annoncer par exemple le choix aussi du fournisseur avant la finalisation des négociations contractuelles, je l'ai vu beaucoup. Après, la contractualisation est plus difficile, elle est même pénible pour les équipes, parce que les équipes sont affairées à la mise en œuvre du projet et la formalisation des conditions contractuelles, elle est passée au second plan, après les priorités projet. Et c'est ainsi que sur le projet numéro 2, comme je disais, 1 an et demi après début du projet, on a encore à finaliser, il y a encore de la finalisation de l'annexe. Et ensuite, je voulais également aborder l'implication des équipes, bien sûr. Le rôle du contract manager est clé, un chef d'orchestre pendant l'appel d'offres. Il est facilitateur, il apporte cette vision globale, cette vue globale. Si on a oublié un acteur, par exemple, on en parlait tout à l'heure du DPO pour les aspects GDPR, on l'implique assez en amont. Les équipes sécurité aussi, par exemple, il faut l'impliquer. J'ai pu aussi expérimenter des organisations où le contract manager arrive post-appel d'offres. Effectivement, dans certaines organisations, le contract manager est plutôt en phase d'exécution. Et souvent, quand on parle de l'esprit du contrat, on y fait référence quand les clauses sont mal comprises par les deux parties. On parle souvent de l'esprit du contrat. Et pour gérer cette problématique, il est quand même important d'avoir participé à l'appel d'offres. Voilà, et aussi, effectivement, si un contract manager arrive en phase d'exécution, souvent, comme j'ai pu le faire en mode pompier, on rencontre de réelles difficultés à rattraper en fait, les conditions qui sont déjà négociées, contractualisées. Voilà. Enfin, dernière pratique que je voulais partager, là, c'est vraiment un outil que je mets en œuvre, c'est une connaissance des projets internes en amont, bien sûr, de l'appel d'offres. Donc, j'initie un suivi des sujets en cours avec les managers opérationnels, chefs de projet, pour avoir un suivi sur les contrats en cours, mais j'aborde également les sujets à venir.
En ce sens, c'est un vrai outil. Alors, c'est tout simple, hein, ça peut être des meetings réguliers avec un outil de suivi sous la forme d'un tableau Excel, hein, un tableau simple, qui liste les sujets, les jalons, les difficultés et les décisions en attente. Et c'est l'occasion de balayer tous les sujets, d'anticiper des décisions de make or buy qui pourraient impacter la gestion contractuelle. C'est aussi un moment privilégié pour rappeler des bonnes pratiques dans le cadre des sujets concrets qui intéressent les chefs de projet. Et ça, en plus de créer du lien, c'est utile dans la réduction des risques. Alors, une pratique aussi, c'est effectivement être mis dans le contract manager qui est mis dans la boucle par hasard, hein, ou qui est mis dans la boucle après la consultation des fournisseurs. Effectivement, c'est toujours plus délicat d'intervenir correctement et on découvre a posteriori le support contractuel qui peuvent des fois être des conditions générales d'achat ou de vente, alors qu'un contrat existe déjà par ailleurs qui aurait pu nous protéger davantage. On peut passer à la dernière slide, du coup, Nawel. Je voulais vous partager également quand même les effets sur le projet, les effets de ces pratiques. Donc, les effets sur le projet sont multiples, hein. Tout d'abord, sur le développement des opportunités. Dans le cadre du projet numéro 1, la mise en place d'une cellule de co-développement a été réalisée. Alors, c'est une cellule composée d'acteurs, côté client et côté fournisseur, qui a permis de réaliser tout un travail sur les offres du client et de développer des opportunités. Il s'agit là de mettre en commun des compétences qui dépassent le scope purement technique du projet pour aller gagner des nouveaux contrats à l'international, par exemple, et qui a vraiment porté ses fruits. Sur le deuxième Rex, sur le projet qui est plutôt en souffrance, les sujets de co-innovation n'ont pas démarré et sont restés en stand-by. Sur les effets sur la qualité relationnelle également. Donc, la qualité de la relation, elle s'est traduite par un esprit one team, comme je pourrais appeler entre guillemets, sur le projet réussi, dans l'approche et la résolution des problématiques. On est dans une approche collaborative avec une recherche des intérêts communs. Alors que dans le deuxième projet, la relation elle est clairement pilotée par les engagements contractuels. SLO, SLA, hein, les service level objectifs et les service level agreement. Par ailleurs, sur le suivi financier également, des impacts. Dans le premier cas, il y a un partage de la roadmap financière, on a une transparence dans les coûts, un suivi même commun, tout un travail autour d'une optimisation du TCO global qui comprend les coûts propres aux clients et ceux du fournisseur. Ça a été permis par une réflexion autour de la verticalisation des services, des actions d'amélioration qui ont permis effectivement d'optimiser les coûts et de partager cette roadmap. Dans le second projet, la négociation financière elle est régulière en cours de phase d'exécution avec des discussions chronophages sur les surcoûts au détriment de discussions sur d'autres sujets. Il y a vraiment une inquiétude partagée sur la roadmap financière, que ce soit du côté fournisseur ou du côté client. Et enfin, on a aussi l'impact sur le delivery. Alors, sur le delivery, dans le cadre de l'appel d'offres réussi, la transition a été vraiment accélérée, car les processus ont été décrits, partagés, la relation était déjà bien établie. Donc, effectivement, il y a eu une accélération de cette phase de transition, d'un point de vue aussi avec un gain sur la qualité de la transition. Et dans le second cas, l'existant a dû être de nouveau audité pour stabiliser la plateforme et assurer un bon niveau de performance de la solution. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc du coup, effectivement, des retards pris et un impact sur la qualité. Et enfin, sur le partenariat, alors bien sûr, dans le premier cas, on est en mode partenariat où le fournisseur apporte ses conseils, son expertise, ce qui accroît les possibilités de synergie, développe les opportunités. Alors que dans le deuxième cas, on est plutôt en mode exécutant. Le fournisseur est en mode exécutant. Il y a tellement une nécessité de se focaliser sur l'existant qui est déjà difficile à manager que ça laisse peu de place pour
pour traiter d'autres sujets. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai fini ma présentation. Je voulais vous remercier pour votre écoute et je suis à disposition pour vos questions. On ne t'entend pas, Nawel. On te voit, mais on ne t'entend pas. Oui, vous me voyez m'agiter dans tous les sens. Donc, je disais, Ouais. ouais, c'est mieux avec le son, voilà. Mais je vous l'ai dit, je suis assistante en formation aujourd'hui. Donc, voilà, je trouve mes marques. Merci, Fatia, pour le Rex. Je te confirme que c'était très clair. Donc, merci pour ta clarté, tes conseils pratico-pratiques. Voilà, c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup d'échanges dans le chat. Les gens ont fait part les participants ont fait part de leur problématique aussi et qui faisait écho à ce que tu présentais. Je crois que si je ne m'abuse, j'ai vu une question précise qui était posée par Stéphane, mais peut-être que j'en ai loupé. N'hésitez pas à m'en faire part. Sophia, alors c'est pas forcément une réponse à laquelle on peut répondre de façon très 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 précise ou absolue. Stéphane se posait la question sur les SLA. Alors pour ceux qui ne sont pas coutumiers de cette notion, Service Level Agreement, donc c'est un document qui précise effectivement les niveaux de service qui vont s'appliquer en termes de performance à un contrat dans le monde du service et notamment dans l'IT. Donc Stéphane posait la question sur les SLA des contrats IT. Quelles expériences, conseils pourrais-tu donner sur les montants à risque en pourcentage de la dépense? Donc, si je reformule la question de Stéphane, en d'autres termes, c'est sur les SLA, qu'est-ce que tu peux apporter comme éclairage sur la relation qu'il existe en termes de proportion entre les montants à risque et le pourcentage de la dépense? Je ne sais pas si c'est clair, Fatia, comme question. C'est pas hyper clair, je vais essayer quand même de répondre. En fait, alors je ne sais pas si on parle de fait de caper les SLA, de mettre un cap, par exemple, aujourd'hui, les SLA, alors les Service Level Agreements, c'est effectivement des engagements, des niveaux d'engagement pris par le fournisseur dans le cadre du contrat. Ils peuvent être soumis ou pas à pénalité, tout dépend. Tous ne sont pas soumis à pénalité. Et quand ils sont soumis à pénalité, effectivement, on capte les pénalités, souvent les contrats. Ce que j'ai pu voir comme pratique, c'est plutôt autour des 20%. Mais après, c'est les contrats plutôt IT, pour ma part, effectivement. Après, je sais pas. C'est ce dont il s'agit dans la question des contrats IT. Oui, il s'agit c'est ce dont il s'agit dans la question des contrats IT. Oui, tout à fait. Alors, s'il s'agit du cap, voilà, je peux indiquer ça. Ensuite, ce que je peux indiquer aussi, c'est effectivement, il faut que ça soit des pénalités qui soient dissuasives. Donc, quand même, il y a tout un exercice qu'on fait, moi que je fais avec les chefs de projet en préparation du cahier des charges et de l'appel d'offres ou pendant l'appel d'offres, c'est de simuler un petit peu quelles pourraient être les pénalités applicables dans le cas d'incident, etc. Donc, avoir vraiment cette simulation qui soit faite pour avoir des pénalités qui soient quand même un peu dissuasives, mais faut pas, ça ne peut pas être que ça. C'est vraiment, on ne peut pas se faire de l'argent avec les pénalités, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas compter que là-dessus. Non, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'esprit des pénalités. Ce n'est pas l'esprit des SLA. On est là vraiment pour assurer un minimum la qualité du service rendu, mais il y a beaucoup d'autres moyens d'y arriver. La relation en fait partie, la qualité relationnelle en fait partie. Mais dans l'outil aussi, il y a d'autres moyens, par exemple aussi sur les modalités de facturation. On peut adapter aussi les modalités de facturation pour être vraiment dans un engagement qui nous convient. Donc, c'est d'autres leviers. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Écoute, on espère, on laissera le soin à Stéphane de nous confirmer ça dans le chat. Je suis sûre qu'il va le faire. En tout cas, merci Fatia pour ta réponse. Il y a des réactions. Je vois notamment
Riona qui se pose la question et elle est assez légitime dans la mesure où ces phases d'appel d'offres font appel à de nombreux acteurs qui eux aussi se voient effectivement comme des coordinateurs. On pense, Riona fait référence côté vente au bid manager. Donc le bid manager, c'est le responsable offre. Donc il est là pour coordonner la préparation de l'offre, mais côté plutôt prestataire. Et puis, on peut étendre finalement la question d'Ariona à d'autres acteurs, entre les achats, le contract manager. Voilà, comment arriver à s'y retrouver dans cette matrice des rôles, ce racis par rapport au lead à prendre justement sur tous les bons conseils que tu donnes. Est-ce que tu as une expérience là-dessus, heureuse ou malheureuse, justement, sur un petit peu des difficultés à bien trouver sa place en tant que contract manager sans que les autres aient l'impression qu'on veuille faire un petit peu leur job sur les phases d'appel d'offres notamment? Alors, effectivement, c'est vraiment une bonne question, surtout quand on est contract manager côté fournisseur et qu'il y a des bid managers ou même côté client, quand il y a des risk managers, comment se caler au niveau des responsabilités, des rôles, on va dire, plus que des responsabilités. C'est vraiment à adapter en fonction des organisations, puisque des fois, côté client, il n'y a pas forcément de bid manager. Donc là, en appel d'offres, le contract manager a vraiment comme je disais, il est facilitateur, il est un peu chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il embarque un peu tout le monde, justement. C'est son rôle de fédérer un peu l'équipe, d'avoir cet esprit collaboratif qui fait que chacun trouve sa place. Donc, finalement, ce n'est pas via une matrice, finalement, que je l'ai pratiqué, des rôles, mais plutôt dans l'approche collaborative, projet que l'on a, puisque l'appel d'offres est un projet. L'appel d'offres est un projet et il faut avoir l'esprit effectivement du projet et du coup fédérer des différents acteurs qui vont trouver leur place. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça répond tout à fait ou pas. Non, mais merci Fatia. Si je peux me permettre de rajouter un point à ce que tu viens de dire, et je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut avoir une certaine intelligence aussi situationnelle par rapport à la réalité de notre organisation et les rôles qui sont effectivement représentés. Je pense que il faut effectivement arriver à convaincre les personnes en présence que notre valeur ajoutée se situe quelque part à des endroits assez précis, et l'idée étant d'apporter un plus à ce projet, effectivement, que, comme tu le dis, Sophia. Il se trouve qu'en général, on a une pluridisciplinarité et des compétences qui nous permettent de dire, effectivement, vous êtes aussi des fonctions qui ont vocation à coordonner un certain nombre d'éléments dans cette phase d'appel d'offres. Maintenant, moi, j'ai une vision très précise, contractuelle, et tu as mis en exergue aussi la partie relationnelle. Donc, ça va tenir aussi à notre capacité à pouvoir nous positionner, et ça, c'est pas écrit dans les livres, ça tient à notre personnalité et notre capacité justement à fédérer et à fluidifier des visions disparates dans la partie appel d'offres. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui ressort des REX, justement, que le contract manager est arrivé à apporter de la facilitation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'écrira pas forcément toujours dans un RACI, mais qu'il faudra être capable de mettre en valeur dans l'entreprise pour gagner en légitimité et trouver sa place. Je pense que c'est vraiment le convaincre par l'exemple et montrer qu'effectivement, on a cette capacité que malgré tout, peu vont avoir de coordonner la vision des risques dans tous les domaines. Et ça paraît à la fois évident, tout le monde en parle, mais dans les faits, on ne le voit pas forcément et on voit que les gens sont quand même relativement en silo. Et quand c'est bien fait, on voit la différence avec un contract manager qui casse ses silos et qui se positionne, comme le dit Fatia, en facilitateur. Donc, Ariona, j'espère qu'on aura répondu à ta question. Donc, c'est un sujet éminemment politique, mais qui d'abord nécessite, à mon avis, de convaincre sur le terrain par l'exemple et ensuite de passer aussi à la phase RACI ou en tout cas de paralléliser tout ça. Mais voilà, toutes les organisations ne seront pas non plus à traiter du même sujet parce qu'il y aura effectivement des guerres de pouvoir qui pourront être plus difficiles à résoudre dans certaines organisations et pas dans d'autres qui ont
toujours l'habitude justement de jouer la carte de la synergie et de ne pas forcément rentrer dans des positions. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui ont été posées dans le chat. Fatia, tout le monde te remercie effectivement pour ton éclairage. Merci vraiment pour ce Rex, Fatia. Je voudrais remercier d'abord en premier lieu nos trois animatrices qui ont été très claires et qui ont partagé avec beaucoup de générosité leur expérience durant cette première matinée. C'est la première édition, on espère qu'il y en aura de nombreuses et que vous serez tous présents. Donc je remercie aussi Grégory Levaux qui m'a accompagnée pour organiser cet événement voilà, à distance. C'est jamais, on a toujours des petites surprises le matin à l'organisation. Et puis évidemment, je remercie toute la communauté présente ce matin pour ce Rex qui est toujours au rendez-vous. On est très agréablement surpris de voir à quel point vous êtes nombreux à participer à tous ces événements qu'on a plaisir à organiser. On va mettre à disposition donc le replay de l'événement. Donc vous aurez accès directement donc au support à travers ce replay évidemment. Dire d'autres, on va essayer de se donner rendez-vous très rapidement puisque le 21 juin, alors très rapidement, oui, j'ai une petite tendance à peut-être voir l'été à très court terme, mais ça c'est mon côté optimiste. Donc le 21 juin, on aura le plaisir de vous retrouver en présentiel. Alors les places seront limitées puisque sur les événements en présentiel, on a toujours une limite physique, surtout sur le concept du forum ouvert du contract management. Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore, je vous invite à aller sur le site de 2CM dans la rubrique événements et vous verrez effectivement les concepts du forum. Donc c'est encore à nouveau une extension justement de ce retour d'expérience, mais dans un format géant et assez ludique, puisqu'on a un marathon de mini-conférences, 15 conférences dans la matinée, 3 fois 5 conférences en parallèle, donc c'est assez fun. Et c'est assez, comme d'habitude, assez bon enfant et voilà, toujours avec beaucoup de bienveillance dans ce partage d'expérience. Alors, on fait toujours des appels à sollicitation à des acteurs experts qu'on a envie de faire parler durant ces événements, mais j'en profite pour dire qu'on laisse toujours quelques tables pour les personnes qui seraient motivées et qu'on n'aurait pas approché directement. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre envie d'être un des animateurs du forum ouvert du contract management le 21 juin 2022. Donc vous pouvez nous écrire directement à l'adresse contact qui apparaît à laquelle vous êtes inscrit pour nous faire part de votre envie d'y participer. Donc merci Clémence, merci Sophia, merci Fatia, merci Grégory et merci à vous les contract managers d'être toujours là. J'espère que vous avez apprécié cette matinée. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de l'organiser. À bientôt. Je vous souhaite bon courage pour la fin de la journée. Au revoir. Et merci Nawel. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.